J'écoutais les interventions ce matin, puis je me suis dit, j'aurais pu vous parler du no man's land le plus évident, qui est notre corps humain, puisque 90% de nos cellules ne sont pas des cellules humaines, et donc, sommes-nous encore humains? Mais comme je parle de ce concept-là à chaque fois, j'ai décidé de parler de quelque chose de beaucoup plus pratique et pragmatique. En fait, je vais vous parler du Notre-Dame-des-Landes québécois. Donc, vous êtes tous au courant de ce débat politique qui anime ici les questions environnementales et politiques. Eh bien, on a un petit Notre-Dame-des-Landes au Québec. Et donc, je m'amusais à vous faire une étude de cas de mon implication scientifique dans ce dossier-là et des retombées artistiques du projet aussi, puisque j'ai le double chapeau d'artiste et de scientifique. Donc, je commence par vous parler de grenouillage politique, sans jeu de mots, facile. 20 avril 2010, à moins d'un virage radical, la construction en banlieue aura raison de la rainette faugrillon de l'Ouest, une espèce de grenouille menacée de disparition, affirme un groupe de scientifiques gouvernementaux. C'est des dépêches que je vous lis. 16 mai 2013, soit 3 ans plus tard, Nature Québec a décidé de faire appel au gouvernement fédéral afin de protéger une espèce menacée sur la rive sud de Montréal. La rainette faugrillon, une minuscule grenouille, risque de disparition en raison d'un développement résidentiel à La Prairie. Des travaux préparatoires ont déjà commencé sur des terrains visés par le projet domiciliaire. 11 juin 2013, le directeur général de Nature Québec estime qu'il faut arrêter de développer comme avant en fonction d'abord des intérêts des promoteurs. Le message doit être clair. On pense qu'il est temps d'avoir une loi de protection des milieux humides qui ait des dents. On aimerait aussi voir plus d'enthousiasme du ministre et du gouvernement dans ce dossier. 5 mars 2014, La Prairie pourra aller de l'avant avec son projet immobilier du domaine de la nature, malgré les critiques de nombreux groupes écologistes. La ville située en banlieue de Montréal vient d'obtenir le feu vert de Québec pour la réalisation d'un projet immobilier évalué à 300 millions de dollars. 1er juillet 2014, le sort d'une minuscule grenouille à La Prairie provoque des remous jusque dans la capitale fédérale. Le ministre de l'Environnement est passé bien près de recommander un décret d'urgence pour protéger la rainette faugrillon, menacée par un projet immobilier qui a cependant obtenu le feu vert du gouvernement provincial. 28 juillet 2014, les experts d'Environnement Canada recommandent que soient protégés intégralement les 9 derniers habitats de la rainette faugrillon, une espèce de grenouille en Montérégie, dont celui de La Prairie. C'est ce qui ressort d'un rapport secret préparé par des scientifiques fédéraux. 1er octobre 2014, dans un rapport dévastateur d'une 30aine de pages, déposé en cour fédérale le 24 septembre dernier, les avocats du Centre québécois du droit de l'environnement concluent que des fonctionnaires d'Environnement Canada ont supprimé et altéré des informations scientifiques déterminantes qui auraient permis à la ministre de l'Environnement de recommander l'adoption d'un décret d'urgence pour protéger la rainette faugrillon à La Prairie. 18 novembre 2014, elles étaient 9. Elles ne sont plus que 6. Le déclin de la rainette faugrillon, une espèce menacée, s'est accéléré à un point tel que 6 populations d'importance en Montérégie, sur la rive sud de Montréal, existent aujourd'hui au lieu des 9 connues il y a 10 ans. 24 juin 2015, capricieuse, absurde, déraisonnable, la Cour fédérale juge très durement la décision de la ministre de l'Environnement du Canada de ne pas intervenir pour protéger l'habitat d'une rainette classée espèce en péril. La Cour annule la décision d'Environnement Canada et donne 6 mois à la ministre pour refaire ses devoirs. 23 juillet 2015, Nature Québec et le Centre québécois du droit de l'environnement ont déposé ce matin une demande d'injonction en Cour fédérale afin de stopper les travaux d'un projet immobilier de 300 millions de dollars à La Prairie. Le projet menace l'un des derniers habitats de la rainette faugrillon. 23 juillet 2015, cette injonction-là, je pense que c'est vraiment la dernière chance pour la rainette faugrillon. Un petit sursis en espérant que la ministre en vienne à une décision qui va dans le sens de sa protection, explique la directrice de Nature Québec. Il y a des maisons qui sont en train d'être construites, mais selon ce qu'on sait, c'est que la phase 2 n'est pas encore commencée. Le projet, baptisé Symbiocité, doit s'attirer sur plusieurs années. 31 juillet 2015.
La Cour fédérale a refusé vendredi matin d'entendre une demande d'injonction pour stopper un projet immobilier à la Prairie, en banlieue de Montréal. Le jugement a ainsi donné raison aux promoteurs immobiliers qui soutenaient que ce tribunal n'avait pas la compétence pour rendre une telle ordonnance. 7 août 2015, un tribunal a ordonné la suspension d'un vaste chantier résidentiel à la Prairie en banlieue de Montréal qui détruirait l'habitat de la Rainette Faugrillon. Après 2 tentatives infructueuses devant la Cour fédérale, les groupes environnementaux ont cette fois été entendus par la Cour supérieure du Québec et ont obtenu gain de cause. L'injonction est valide jusqu'au 17 août prochain. 10 septembre 2015, Nature Québec et le Centre québécois du droit de l'environnement ont finalement conclu une entente avec la Ville de la Prairie et le promoteur du projet Symbiocité. Le promoteur s'engage à ne faire aucun déboisement pour les phases 4, 5 et 6 du projet, le temps que le prochain ministre fédéral de l'Environnement ne rende une nouvelle décision pour autoriser ou non le décret d'urgence. 3 décembre 2015, le nouveau gouvernement fédéral de Justin Trudeau, bon, je le dis à la française, nous on dit Justin Trudeau, songe à adopter un décret d'urgence afin de protéger la Rainette Faugrillon menacée par un important projet domiciliaire à la Prairie. Ce serait le 2e décret du genre adopté au Canada afin de protéger une espèce en péril. 6 décembre 2015, la ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique a annoncé samedi la recommandation d'un décret d'urgence pour protéger la Rainette Faugrillon de l'Ouest au Québec. 29 février 2016, les mesures prises pour protéger la Rainette Faugrillon à la Prairie sont insuffisantes. C'est la conclusion des experts de l'équipe de rétablissement de cette espèce, qui vient de transmettre un nouvel avis à la sous-ministre québécoise de la Faune et des Parcs. Le document ajoute cependant une couche à toutes les controverses qui persistent dans ce dossier, c'est moins qu'on puisse dire, depuis plusieurs années. 14 avril 2016, dans un communiqué publié mercredi, la Ville de la Prairie demande à ce que l'ensemble du projet immobilier Symbiocité soit exclu des zones d'application du décret. Selon la Ville, le décret tel qu'il est prévu actuellement entraînerait des pertes de 3,75 millions de dollars par année, soit plus de 9% de son budget annuel. 22 juin 2016, très important, 7h52. Le gouvernement fédéral a rendu aujourd'hui une décision historique annonçant un décret d'urgence pour protéger la Rainette Faugrillon. C'est la première fois au Canada qu'un tel décret sera adopté pour protéger une espèce en péril dont l'habitat est situé sur des terres privées et non des terres publiques. Le décret est aussi un véritable camouflet pour le ministre québécois de l'Environnement qui avait autorisé le projet malgré les avis contraires de ses propres experts. À 15h14, le même jour, le ministre québécois de l'Environnement, David Hurtel, accuse le gouvernement fédéral de faire une intrusion dans les champs de compétences du Québec en matière d'environnement. Il affirme que, et je cite, « Le gouvernement fédéral prend une décision sans travailler en collaboration avec l'ensemble des partenaires. C'est une approche qui est unilatérale, une approche qui va à l'encontre du fédéralisme collaboratif qu'on espérait et qu'on avait vu depuis l'arrivée du nouveau gouvernement à Ottawa. » À 16h59, le maire de Montréal, qui est aussi président de la communauté métropolitaine de Montréal, dit souhaiter que le gouvernement du Canada, du Québec et les municipalités travaillent ensemble pour mieux coordonner les actions relatives à la protection de l'environnement et la gestion de l'urbanisation. Le lendemain matin, c'est au tour de la coalition Avenir Québec, parti d'opposition, de critiquer la décision d'Ottawa de prendre un décret d'urgence pour protéger la Rainette Faugrillon. Selon le porte-parole de la CAQ, en matière d'affaires intergouvernementales, la décision d'Ottawa crée un dangereux précédent qui pourrait ouvrir la porte à d'autres intrusions du fédéral dans d'autres champs de compétences du Québec, tels que l'éducation ou la santé. 23 juin 2016, le décret du fédéral pour protéger la Rainette Faugrillon fait bondir le premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec, Alexandre Cusson, qui estime que cette décision sur la petite grenouille a de lourdes conséquences financières. 24 juin, le jour de la fête nationale au Québec. En réponse aux accusations d'ingérence du ministre David Hurtel, le gouvernement de Justin Trudeau affirme avoir consulté Québec plusieurs fois avant d'avoir annoncé le décret d'urgence pour protéger une espèce en péril. Dans la foulée, Ottawa a aussi mis sur pied un groupe de travail dont le but est d'éviter les situations exigeant dans l'avenir la prise d'un décret en vertu de la loi sur les espèces
en péril. 27 juin 2016, l'association qui représente les entrepreneurs en construction du Québec réclame au gouvernement provincial et fédéral plus de coordination pour éviter que ne se répète l'épisode de la grenouille qui bloque une partie du développement immobilier à La Prairie. 5 juillet 2016, Ottawa est à nouveau invité à se mêler de la protection de la biodiversité au Québec. Faute d'appui du ministre québécois de l'Environnement, la ville de Boucherville, juste à côté de la ville de La Prairie, demande maintenant au gouvernement fédéral d'intervenir pour protéger la rainette faugrillon, une espèce en péril, sur un nouveau territoire. 11 juillet 2016. On arrive à la fin. L'entrée en vigueur du décret qui ordonne la protection de l'habitat de la rainette faugrillon a été avancée au 8 juillet par le ministre de l'Environnement. À l'origine, le décret devait entrer en vigueur le 17 juillet, mais des changements survenus depuis sur les terrains à protéger ont incité Ottawa à réagir plus rapidement que prévu pour assurer la protection des milieux humides qui habitent les populations de rainettes faugrillon de l'Ouest. 14 juillet 2016, ça c'est votre fête nationale, l'intervention d'Ottawa pour bloquer un projet immobilier dans l'habitat de la rainette faugrillon est le dernier d'une série d'épisodes où Québec a échoué à faire appliquer ses propres lois pour protéger l'environnement, dénoncent des écologistes. Certains considèrent même que le ministre de l'Environnement est rongé par la gangrène. Le même jour, certains promoteurs qui s'estiment lésés par le décret d'urgence visant à protéger la rainette faugrillon en Montérégie songent à poursuivre le gouvernement fédéral afin d'obtenir une compensation financière. Une entreprise en cause affirme qu'elle perdra 20 millions de dollars puisqu'elle ne pourra réaliser un projet immobilier près de La Prairie. Le 20 juillet 2016, 2 organismes environnementaux ont fait des pressions pour que des promoteurs immobiliers soient exclus du décret d'urgence déployé le 8 juillet par Ottawa afin de protéger la rainette faugrillon. Ces organismes craignent que les propriétaires fonciers de ces 2 autres municipalités, qui collaborent pleinement pour l'instant, ne se braquent et entendent à leur tour des poursuites judiciaires. 28 juillet 2016. Le gouvernement du Québec aura fort à faire s'il veut contester le décret d'urgence mis en place par Ottawa pour protéger la rainette faugrillon dans le secteur de La Prairie. En plus d'avoir écarté les avis de ses propres experts, le ministère québécois de l'Environnement a autorisé le projet immobilier sans détenir la moindre preuve scientifique de l'efficacité des principales mesures de compensation exigées pour protéger cette espèce. Les certificats d'autorisation délivrés par le ministère prévoyaient notamment l'aménagement d'étangs de reproduction pour la rainette dans un parc de conservation adjacent au projet immobilier. Or, Québec admet aujourd'hui n'avoir aucune étude prouvant l'efficacité de cette mesure pour cette espèce. Cette intrigue scientifique qui implique les experts du gouvernement, je n'y suis pas étranger. En fait, des membres de mon laboratoire ont fait partie de l'équipe de rétablissement de la rainette faugrillon à Montérégie, sur la rive sud de Montréal. Le plan de conservation que vous voyez à l'écran derrière moi, qui a été présenté à la ville de La Prairie, avait comme objectif principal de minimiser les impacts du développement immobilier sur cette espèce. On trouve dans ce document la répartition actuelle, en rouge, des populations de rainettes faugrillon au Québec et en Ontario. En particulier, on y voit plusieurs populations isolées sur la rive sud de Montréal. Donc, vous voyez, Montréal est le point. Et tous les petits points rouges de la rive sud sont ces populations isolées où l'on trouve encore la fameuse rainette faugrillon de l'Ouest. En agrandissant plus spécifiquement sur le secteur de la ville de La Prairie, on remarque la population du bois de la commune, numéro 3 que vous avez ici, qui est celle qui est spécifiquement menacée par le fameux projet immobilier Saint-Biocité. On trouve aussi dans ce même rapport un plan de protection des habitats de la rainette en fonction de différentes priorités de conservation allant de 1 à 5, où 1 étant la priorité la plus élevée. Et cette carte donc représente l'étendue des habitats qui devraient être conservés autour des étangs pour rassurer la survie et la reproduction de l'espèce. En gros, ici, on voit très bien que la zone totale du bois de la commune doit être protégée pour assurer le maintien des populations, ce qui est clairement incompatible avec la construction d'un complexe immobilier dans cette zone-là. En regardant plus près, on remarque cependant une incohérence sur cette page titre. Bien qu'il s'agisse d'un plan de conservation de la rainette faugrillon, tel que le titre l'indique, on remarque, en agrandissant
l'écrit dit que ce document a été préparé par l'équipe de rétablissement de la rainette Faugrillon de l'Ouest. Faugrillon de l'Ouest. De quelle espèce est-il vraiment question ici? Est-ce une erreur? Est-ce une sous-espèce? Est-ce volontaire? En tournant la page, ça se complique un peu plus. Et je lis. Des analyses génétiques récentes suggèrent que la rainette Faugrillon que l'on retrouve en Montérégie correspond à Pseudacris maculata, rainette Faugrillon boréale, plutôt que Pseudacris triceriata, rainette Faugrillon de l'Ouest, comme on le croyait jusqu'à présent. Des travaux sont en cours pour valider cette information. Peu importe la conclusion à venir, la situation des populations de rainettes Faugrillon reste extrêmement précaire en Montérégie et les recommandations du plan de conservation demeurent valables. Or, si la rainette Faugrillon de l'Ouest est l'espèce qui doit être protégée, et non la rainette Faugrillon boréale, et que c'est la rainette Faugrillon boréale qu'on retrouve à la prairie, peut-on invoquer la loi des espèces en péril pour empêcher un développement immobilier? Les espèces ne sont pas interchangeables les unes des autres. Or, il se trouve que c'est la rainette Faugrillon de l'Ouest qui possède un statut d'espèce menacée au Québec, alors que l'autre n'a pas de statut. Ce qui explique peut-être que le titre du rapport mentionne simplement la rainette Faugrillon et non la rainette Faugrillon de l'Ouest, après 8 ans de débat juridique. En fait, je suis coupable de cette note qui est ajoutée au plan de conservation suite à cet article publié dans Herpetological Review en 2015. Et vous voyez, je suis un des auteurs de cet article qui montre clairement qu'il y a une erreur d'identification de l'espèce qui est en jeu ici. Et pour ça, nous avons utilisé différentes techniques. La première chose que l'on a fait, vous avez ici en gris en haut et en couleur en bas. En gris, vous avez la répartition historique des différentes espèces de rainettes Faugrillon en Amérique du Nord, avec une séparation très claire des aires de répartition de la rainette Faugrillon de l'Ouest et la rainette Faugrillon boréale, donc c'est-à-dire Triceriata et Maculata. Or, ce que vous avez en couleur en bas est une analyse plus récente qui a été réalisée par des collègues américains sur la base de données génétiques et qui montre que Maculata, donc la rainette Faugrillon boréale, en rose ici, est en fait présente au Québec et en Ontario. Donc, on a normalement son aire de répartition qui était plutôt à l'ouest. On voit qu'elle s'étend dans les zones A et B que nous avons ici. Donc, pour vérifier cette hypothèse, nous avons récolté des rainettes Faugrillon à plusieurs sites au Canada et en Ontario pour déterminer de quelle espèce il s'agissait, et en particulier LP, la fameuse population de la prairie. Nos résultats se présentent sous la forme d'un dendrogramme. Ici, c'est un arbre phylogénétique qui regroupe les individus selon leur ressemblance génétique. On y voit 2 groupes, un groupe bleu, un groupe rose. Le groupe bleu contient tous les individus reconnus comme étant des rainettes Faugrillon boréales, donc Pseudacris maculata. Donc, j'ai mis des petites flèches. Le groupe rose contient tous les individus reconnus comme étant des Triceriata, rainettes Faugrillon de l'Ouest, celle qui est en cause. Et les flèches noires ici, ce sont tous les individus récoltés à la prairie, qui ont un code LP avec un numéro. Ce sont donc des rainettes Faugrillon boréales qu'on retrouve au Québec et en Ontario. Ici, aucun des spécimens que nous avons récoltés fait partie du groupe rose en bas. Erreur d'identification classique. En comparant plus spécifiquement la signature génétique des 2 espèces, qu'on peut distinguer sur la base des positions spécifiques de certaines positions de leur ADN, on voit que P. maculata, ici, comporte 4 types d'individus que vous avez en haut, et P. triceriata, 4 autres types en bas. Ce qui nous intéresse, c'est la phrase suivante. Tous les spécimens récoltés lors de cette étude, 54 individus, sont tous identiques à la signature 1 retrouvée chez P. maculata, la rainette Faugrillon boréale, et non la rainette Faugrillon de l'Ouest. Comme artiste, je m'intéresse à ces questions-là, et c'est là que je vais raisonner
au rossignol qu'on vient d'entendre, puisque je vais vous parler du chant, non pas des rossignols, mais du chant des rainettes maintenant. Historiquement, il était possible d'entendre le chant des rainettes partout à Montréal. Or, on a vu qu'il ne subsiste maintenant qu'à quelques rares localités sur la rive sud de Montréal. Donc, dans une perspective de conservation non seulement des espèces et de leur habitat, je m'intéresse à la conservation sonore des espèces menacées. Et pour cela, nous allons sur le terrain, nous enregistrons les chants des différentes espèces pour en créer un mémorial de ces espèces qui un jour seront disparues. Donc, je vais vous faire entendre ici le chant des 2 rainettes faux-grillons, en commençant par la rainette faux-grillon de l'Ouest. Et là, normalement, il y a du son. Mais ça va. On l'entend très bien. Je vais vous faire entendre la rainette faux-grillon. Ah, c'est à cause du micro. Non, c'est juste qu'il y en a un qu'on entend plus que l'autre. Vous voyez qu'il s'agit de 2 chants qui sont complètement différents l'un de l'autre. Je vais les mettre les 2 en même temps. Donc, je fais de la composition sonore moi aussi. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'en allant sur le terrain, il est possible d'utiliser le chant d'une espèce pour attirer les femelles. Et ce que notre article scientifique a démontré aussi, c'est qu'en faisant écouter le chant de l'espèce de faux-grillon de l'Ouest, dans les régions du sud de Montréal, on n'avait aucune attirance de la part des mâles envers les femelles. Lorsqu'on mettait le chant de l'espèce boréale, eh bien, ça fonctionnait. Donc, on a une reconnaissance, bien sûr, visuelle, puisque c'est la manière dont on peut distinguer les espèces. On a une reconnaissance génétique, mais on a aussi une reconnaissance sonore, puisque c'est lié à la reproduction de ces espèces-là. Donc, on travaille en ce moment à essayer de protéger la mémoire du son de ces espèces. Et l'autre projet sur lequel je travaille, et c'est intéressant que Dominique y ait fait référence dans le cas de femmes qui veulent utiliser leur utérus pour y faire naître des dauphins. Moi, je m'intéresse, et vous comprenez ici sans doute le sous-titre de ma présentation, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, puisque la perte des milieux humides, et c'est la même chose pour Notre-Dame-des-Landes, c'est ça qui est en jeu, la perte des milieux humides est causée en grande partie par l'étalement urbain, mais également par l'agriculture et l'élevage des troupeaux bovins. Le projet utopique ici est de détourner la matrice des vaches pour en faire des habitats propices à la croissance d'espèces menacées. Pratiquement, ce projet de sanctuarisation consiste à déplacer des espèces menacées de leur habitat d'origine pour les héberger dans des vivariums qui seraient remplis avec du liquide amniotique de vaches laitières. En d'autres termes, utiliser la biologie d'une espèce mammalienne domestiquée pour assurer la conservation d'une espèce batracienne en danger. Ce projet m'est venu récemment en travaillant sur un autre dossier dans une maternité ici à Paris, de voir la quantité phénoménale de liquide amniotique produite par les mamans et jeté après utilisation unique par les hôpitaux comme déchets biologiques. Dans une époque où l'eau est une des ressources les plus rares, je me dis, pourquoi est-ce qu'on jette ce liquide amniotique? Bon, on est très loin du projet écologique des 3R, réduire, recycler, réutiliser. Et si l'on pouvait donc réutiliser ce fameux liquide amniotique à d'autres fins que leur usage habituel? Les vaches, tout comme les humains, sont des mammifères placentaires, contrairement aux monotrèmes et aux marsupiaux, qui engendrent des jeunes veaux complètement matures suite à une gestation de 9 mois, comme Homo sapiens. Et chaque vache produit environ 4 litres de liquide amniotique par grossesse. Bien assez pour remplir un aquarium, pour y faire croître des têtards de rainettes qui se métamorphoseront peut-être en adultes. Bon, est-ce une utopie? Est-ce réalisable? Je suis en train de travailler avec certains collègues à voir quel est le pH, quelle est la salinité, quelles sont les conditions qui permettraient à des grenouilles de vivre dans ce liquide amniotique. Vous comprenez donc, comme je vous l'ai dit précédemment, quel est le sous-titre de mon intervention, faisant référence à la fable de La Fontaine. Et je m'arrête ici en 23 minutes 42 secondes.